Thanksgiving. Festin de dinde en souvenir des Indiens prodigues pendant le premier hiver sous les tentes. Puis, à coups de tank, les délogea Kevin. Thanksgiving, dinde gavée. Thanksgiving, tank, Kevin. Dans un quartier pauvre, à la frontière de Berkeley et d'Oakland, des Noirs en file indienne, à l'arrière d'une église baptiste, attendent qu'on leur distribue d'énormes dindes congelées. Je fais partie des distributeurs. Dans la chapelle, on enterre une célébrité locale, un Noir qui avait réussi, devenu proviseur adjoint, grosses lunettes à branches métal, célèbre rire énorme. Deux foules très différentes s'amassent dedans et dehors. On demande aux pouilleux de faire silence. Les vitraux sont si minces. Un soleil d'aluminium tombe dans la cour étroite. Je le prends pile sur la tête. C'est le 25 novembre à midi, c'est l'été indien. Here you are. Thanks. Here you are. Thanks. Thanks. Giving. Done. Done. Merci, merci, done. Wow. Film plastique de conditionnement orange. C'est des oiseaux géants gelés après quelques séances de bodybuilding immobile. Pilules roses, ovales et bleues, rondes. Grosse cuisse froide et bel abdomen. C'est un grand corps noir dans sa dernière maison en bois. J'entends quelque chose comme du jazz. Dedans comme dehors. C'est plainte contre plainte. J'ai faim, je gronde, j'ai mort, je chante. Si beau d'enterrer quelqu'un. Taisez-vous. Oh Lord. C'est écrit. Ne jamais rompre la chaîne du froid. Plume. Premier hiver, ok, avons survécu grâce à générosité indien, excellente recette de volaille géante, bodybuilding par pilule rose, je répète. Nous apprêtons à exproprier secouriste, merci, merci, stop. Maniement de la broche aisée, dindon encore fumant sur les plaines, scoop, l'indigène est digeste. Je répète, les dindiens de la farce, c'est vaudeville grand guignol avec vrai sang, mais qu'est-ce que tu bois, doudou, dindon, boudou, doudou, d'indigène. Merci, merci, stop, merci. Merci, merci, stop, merci. Merci, merci, stop, merci. Je donne des dindes oranges pendant des heures. À être si généreux, dois-je craindre, comme les Indiens du premier hiver, qu'on me mange en retour? Here you are. Thanks. Mais moi, qu'est-ce que je reçois? La double plainte. Plainte des pouilleux qui réclament la plus grosse. Famille nombreuse. Plainte d'une famille en deuil qui se plaint du bordel des pauvres. Gémissements partout. Lamento pour un mort qui avait remonté l'histoire et vengé ses ancêtres enchaînés avec de grosses lunettes à branches métal, avec un bureau à lui et du pouvoir. Lamento dans les champs de coton, sous un soleil d'aluminium. Ça tape dur là-haut, ma tête. Plainte d'un groupe de dindes qui dit qu'on se trompe de cible, que c'était d'autres corps qu'il fallait manger, les vrais, les hommes,
Ceux des plaines qu'on remerciait, pourquoi? Pour leur dinde et pour leur maïs alors qu'on crevait la dalle? Ou pour un massacre si rapide qu'on leur ait dit consenti? Banquet, hypocrite. Des millions d'habitants rayés de la carte. 10 000 langues en moins. Autant d'épopées perdues. Bon terreau pour le coton des plantations ou faire pousser des fruits étranges. Guirlande grand guignol aux branches, on peut venir voir en famille. Des millions d'habitants implantés sur la carte. Bye bye Africa, allez, au boulot les singes. No jet lag, nerfs de bœuf. Possibilité de chansons réduite au minimum. Quand comprendrez-vous, les négros, que vous parlez mal? Ils font un lamento discret quand même, en mauvais anglais, porté par les instruments qui restent au fond de la cave. Oh, ni harpe, ni basson. Banjo débile, et plus cora princière. Trompette tordue, annonçant des apocalypses pauvres. Un jour, ce serait le jazz, et ça ne changerait rien. Presque rien. La croisade de Bush en Irak n'était pas une génération spontanée, mais le dernier avatar en date d'un goût centenaire pour la dévoration de l'autre, de soi à travers l'autre. J'avais les boules et les mains brûlées par le froid des gros oiseaux crevés. Je regardais passer les têtes de mort. J'entendais 1000 récits de guerre permanente, conquête glorieuse, où chaque soldat, noir, blanc, jaune, orange, foirait de peur dans un uniforme qui, à l'heure de la merde, n'avait guère plus de prestige que n'importe quel torche-cul. Et j'entendais surtout l'effroyable lamento de toutes ces âmes mal mortes qui se cherchaient un corps de rechange. Certains corps se bourrant de graisse jusqu'à péter la peau pour prendre toute la place, pour soutenir le poids de la lamentation. Vous me la donnez cette dinde ou vous attendez qu'elle dégèle? Une vieille dame noire vêtue d'une robe à fleurs me secoue par l'épaule. J'avais oublié. La charité. Allez, au suivant, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est un passage remarquable que je t'ai entendu dire autrement, avec une force, une férocité un petit peu plus ferme, il me semble. C'est parce que j'avais plus de voix. Non, c'était peut-être à cause de l'instrument, la guitare électrique. La basse électrique. Basse électrique. Le thème du cannibalisme, parce qu'effectivement, il y a la pauvreté telle qu'elle est décrite, mais il y a bien ce détour, ce passage par la notion de l'être prédateur qu'est l'homme, au travers de l'évocation de la guerre. Josselin me disait, c'est évident qu'un psychanalyste va m'interroger sur cette question-là, l'oralité, le cannibalisme. Évidemment, c'est incontournable. D'autant plus que le roman est tressé de références à l'oralité. J'ai relevé comme ça quelques fils qui s'entrecroisent. Bush, candidat à la présidentielle, dévoile un programme de lutte contre l'obésité. Un autre personnage, Barry, un véritable personnage plutôt, Barry, dans le roman, qui est anthropologue, fait une étude sur une tribu cannibale. Guayaki, c'est ça. Et même les scènes de sexe sont pimentées, j'ai envie de dire, de termes culinaires. Je me souviens de l'endive braisée, d'autres choses comme ça. Il faut bien sûr se brancher sur le texte. C'est du cresson, en fait. C'est du cresson? D'accord. Il y a bien de l'abricot, quelque part. De l'abricot et de l'avocat, ouais. Et de l'avocat. Il y a donc tout un tissage autour de l'oralité,
Et surtout, ce qui fait le cœur de l'intrigue, de cette enquête et qui va détourner l'anthropologue du roman de ses travaux de recherche, l'improvisation en jazz, pour mener une enquête sur la disparition de Mary, une anorexique. Donc là, on est vraiment en plein dans toute une référence, une multitude de références à la question du cannibalisme, de la prédation, de l'oralité. Alors, la première question que je voudrais te poser là-dessus, c'est est-ce qu'il faut tenter de lire cette thématique comme un nouage entre la mort et le sexe? Quelque chose de ce côté-là. Puisque quand on pense à l'anorexie, on ne va pas livrer le dénouement du roman. Évidemment, il faut le lire. Mais quand on pense à l'anorexie, on pense à mort et à la prédation, effectivement, toujours la même chose, la mort, encore la mort, toujours la mort. Renouvelée peut-être, mais la mort. Le cannibalisme m'a servi à plusieurs choses. Et j'emploie une expression utilitariste à dessein. J'ai pas juste utilisé le cannibalisme comme un outil, bien sûr, mais parce que c'est une thématique qui m'intéresse, que je trouve fascinante et aussi mal comprise en Occident. Très souvent, on a des interprétations fausses par rapport aux vraies pratiques du cannibalisme rituel. Donc tout ça était très... Le cannibalisme rituel n'est pas du tout une expression de sauvagerie, d'appétit. C'est une pratique extrêmement culturelle, et qui a des fonctions structurantes dans une société. Ça crée de l'ordre plus que du désordre. Je pourrais y revenir un petit peu, mais... par rapport à la question du tressage de la mort et du sexe, bon, je peux te parler de ce qui a affleuré à ma conscience. Ensuite, je ne suis pas responsable. En tout cas, je pense que ça n'a pas été premier pour moi, l'utilisation du cannibalisme comme un lien entre je te mange parce que je t'aime, ce qui est une expression que beaucoup d'amoureux disent et que beaucoup de mères disent à leurs enfants, beaucoup de pères. Je te mange en faisant mine de le manger. Il y en a qui se font bouffer réellement. Ouais. C'est des cas... Envahi, je veux dire. Ouais. Pas réellement en vrai, mais... Ah, ouais. Bon, mais voilà. De façon suffisamment envahissante pour que ça soit... Tout à fait. Oui, ça c'est un aspect important. Mais il faut bien distinguer justement ce qu'on entend par réellement symboliquement, réellement physiquement. Il faudrait faire attention. En tout cas, pour moi, au départ, le cannibalisme, ça n'a pas servi à ça. Le cannibalisme, ça m'a servi à me rendre légitime pour écrire une histoire. Alors, il faut que j'explique un peu. Écrire une histoire, pour moi, publier un roman, faire des spectacles, c'était de toute façon faire un certain usage de ma bouche. C'était faire sortir des choses de ma bouche. C'était avoir une parole publique. Et c'est jamais quelque chose d'évident, on le sait. C'est une prise de risque, c'est s'exposer à l'évaluation des autres, au risque de l'humiliation, de l'échec. Donc quand on entre en littérature, je crois qu'il faut toujours une sorte de starter, une sorte de mise à feu qui vous donne le courage de vous y mettre. Après toute cette lignée d'auteurs qu'on a derrière nous qui sont tellement impressionnants, ou même des auteurs contemporains qui sont écrasants. Et donc, comme j'entendais faire un usage public de ma bouche, faire sortir des choses de ma bouche que j'estimais bonnes à dire, que j'avais cette espèce d'outrecuidance d'estimer bonne à dire, il fallait que dans mon intrigue, il y ait un usage contraire de la bouche, comme une sorte de contrepoids. Donc,
au lieu de mettre en scène une bouche qui fait sortir des choses positives, j'ai mis en scène une bouche qui fait entrer des choses négatives. Comme vraiment, ça a l'air peut-être abstrait comme ça, mais dans ma tête, c'était vraiment comme prendre une balance de Roberval, vous voyez, avec les deux plateaux, et trouver des poids équivalents. Et avec cet équilibre, j'avais l'impression que mon objet était viable, qu'il aurait la force d'affronter la société, quoi, d'une certaine façon, d'être public, de devenir public. Donc, quoi de plus négatif à faire entrer dans une bouche, pour nous occidentaux, qu'un corps humain, que le corps de l'autre, quoi. Voilà, donc dans ma tête, il y a eu cette espèce de jeu d'équilibre, de jeu de contrepoids qui s'est créé et qui est en fait que j'emprunte à une sorte de confession que fait Jean Giono sur ce qui a prévalu dans l'écriture d'un de ses romans à lui, et qui est une confession qui m'a beaucoup marqué. C'est pour Un roi sans divertissement, qui est un livre que j'aime beaucoup, et auquel ce livre emprunte plusieurs choses d'ailleurs. L'aspect policier, détourné, un certain rapport aux plantes aussi, et par exemple. Et Giono dit, voilà, j'ai construit un roi sans divertissement en contemplant un être. Un être, l'arbre, quoi. Un être magnifique, à une représentation de la vie absolument triomphante, qu'on retrouve dans le bouquin comme un fil rouge. Et il s'est dit, voilà, à partir de ce pôle de vie magnifique, il me faut un pôle de mort pour créer de l'intrigue, pour créer une tension, pour créer un roman. Donc, je vais mettre des cadavres dans l'arbre. Je vais mettre de la mort au cœur de la vie. Et puisqu'il y avait des cadavres, il fallait un meurtrier. Qu'il y avait un meurtrier, il fallait un enquêteur. Et à partir de là, l'intrigue se débobine, quoi. Comme, ça a l'air très simple quand on écoute Giono écrire un roman. Et cette espèce de jeu de contrepoids m'a beaucoup marqué, en fait. À la fois parce qu'il a l'air, il est très rassurant, il a l'air très simple, et en même temps parce qu'il articule les choses très puissantes, évidemment, la vie, la mort, portée à un point d'intensité très fort. Donc, par rapport à Nouveaux Indiens, t'expliquer tout ça, ça me permet aussi de revenir sur quelque chose que moi je considère comme un certain malentendu dans la lecture qu'en ont fait certains lecteurs, pas tous. Il y a beaucoup de lecteurs qui l'ont lu comme un livre soit triste, soit violent, soit les deux. Et bien sûr, il y a de la violence, bien sûr, il y a des moments de profonde tristesse, mais pour moi, dès le départ, tout ça est mis au service d'une mise en branle de la parole publique, quoi. Donc d'une espèce de pulsion de vie que je ne peux pas vous raconter tellement elle est intense, quoi. Et il y a aussi de cette pulsion de vie des échos dans le texte qui sont très forts, qui sont par exemple ces scènes d'amour, voilà, qui se construisaient pour moi. Ça m'intéressait beaucoup d'écrire des scènes d'amour. Je trouve ça extrêmement difficile et je trouve ça extrêmement plaisant aussi. C'est très intense d'écrire des scènes d'amour. Et c'était pour moi, dans l'intrigue, plus que du piment. Ça faisait partie de ce système de contrepoids, au sens où le seul mode de rencontre entre deux corps qui ne soit pas violent, de rencontre aussi intime que l'absorption d'un corps par un autre, c'est l'amour. Donc c'était une sorte de contrepoids, pour moi triomphant d'ailleurs, à cette intrigue cannibale qui signe plutôt évidemment un échec très profond dans la tentative de faire des choses ensemble. Puisque la grande question qui court à travers tout le roman, c'est celle-là, c'est une question sociale en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble?
Donc on peut faire de la musique, bon, on peut se manger, on peut faire l'amour, on peut faire des élections. Voilà, donc c'est une sorte de fil conducteur récurrent. Je ne suis pas persuadé dans ma conception ma conception consciente, que dans l'amour physique, il y ait une pulsion de mort puissante, disons. Je pense que la pulsion de mort, elle est là tout le temps, elle flotte, plus ou moins intensément. Dans ce que j'ai voulu écrire, elle flotte très légèrement. Elle est peut-être à l'état gazeux le plus petit, la plus petite bulle de gaz qui soit. Et s'il y a des évocations de la dévoration ou de la mort dans les scènes d'amour, c'est vraiment sur le mode du gag. Non, c'est pas du gag, ça fait partie de ces jeux délicieux qu'on peut avoir entre deux personnes qui s'aiment, quoi. Comme quand on dit à un enfant, je te mange, je vais te manger. En général, il tremble un peu, mais pour de faux, quoi. Ça le fait plutôt rire, il sait ce qui se passe, quoi, il comprend. Donc le rapport à la mort dans l'amour, pour moi, c'est quelque chose d'assez peu intéressant, au fond, au premier degré en tout cas. Si on l'utilise comme ça, comme une sorte de complicité dans l'écriture de scènes amoureuses, ça peut fonctionner, mais pas tellement sinon. J'entends parfaitement ce que tu dis, c'est peut-être ma question qui est tout à fait maladroite. Quand je parle de nouage, c'est comme une sorte de tempérance, parce que je pourrais jamais dire de ce roman-là que c'est pas un livre qui ne se range pas radical à la vie. Il est du côté de la vie. Il est du côté de la vie sans exclure, c'est ça la force, sans exclure la part de destruction, cette part humaine qui nous habite. À tel point que j'ai pensé que cette référence à la prédation, qui court, hein, qu'on retrouve aussi chez Pascal Quignard, donc c'est pour ça que ça m'a vraiment, vraiment interpellé et questionné. Je me suis demandé si chez toi, dans ton écriture, ça n'était pas une tentative de nommer ce qui fait l'élan vital. Freud aurait parlé de libido. Lacanien parlera du désir qui, en tant que désir, pousse à la vie et constitue l'essence même de l'être parlant. Voilà, c'est de ce côté-là. Et alors tu évoques, les gens vont croire qu'on a préparé quelque chose. Tu évoques Jean Giono, mais c'est vrai que je voulais faire une référence à ce cours de littérature que tu as donné à la Grâce et auquel j'ai pu y participer comme étudiant. Donc j'étais ton étudiant aussi pendant quelques heures, il faut le dire, il faut le reconnaître. Et dans ce commentaire que tu fais, que tu as résumé un petit peu tout à l'heure, de cette opposition entre vie et mort, comment ça permet d'impulser un mouvement narratif, tu as évoqué, il me semble, ce terme de sauvagerie neutre. Ouais, ça te dit quelque chose, c'est bien là, je ne me suis pas trompé. Et donc voilà, ma question c'est, est-ce que c'est une façon ta façon à toi de nommer ce qui serait quelque chose du côté de l'essence de la nature humaine concernant le désir? C'était à la fin du compte-rendu que je faisais sur Un roi sans divertissement, la tentative de pointer en effet une sauvagerie neutre. Ça venait... Bon, quand on parle de neutre, c'est toujours entre deux pôles. Et ça venait essayer de pointer ce qui pour moi était un écueil dans le bouquin de Giono. Un écueil philosophique. Au sens où, pour Giono, la sauvagerie est toujours du côté du mal. Il y a une sauvagerie qui pointe dans les comportements humains. Un roi sans divertissement, c'est le premier roman qu'il publie après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est un contexte d'écriture qui informe complètement le contenu du livre, même si c'est un livre dont l'intrigue se passe au XIXe siècle. On sort d'une grande boucherie, quoi. Et donc Giono met en scène une humanité pour laquelle
la sauvagerie est forcément synonyme de mal, quoi. C'est-à-dire c'est la sortie de la culture, c'est la sortie de l'humanité au fond. Il ne peut pas y avoir d'humanité, il peut pas y avoir de sauvagerie humaine. C'est forcément un basculement dans le mal. Et ce en quoi d'ailleurs, en fin de compte, là, Giono se rapproche beaucoup d'interrogations qui sont celles de Bataille, un peu à la même époque, ou de Sade, bien avant lui. Il y a une jouissance du mal dans Un roi sans divertissement. Il y a une jouissance, par exemple, il y a une scène qui est assez sublime dans son sadisme, où des paysans découvrent, tout se passe en milieu rural, c'est un des attraits du roman, c'est un polar à la campagne. Et un paysan découvre dans sa porcherie un porc qui a été tailladé au rasoir. Et cet acte ne peut être qu'esthétique. C'est-à-dire que c'était pas pour tuer le cochon, comme on dit d'ailleurs dans l'expression toute faite, tuer le cochon. C'était pour créer des dessins de sang qui soient beaux. Donc on comprend que le criminel d'un roi sans divertissement, sans vous vendre la mèche si vous ne l'avez pas lu, parce que il faut le lire, avec le plaisir de le découvrir, c'est un criminel qui tue par plaisir esthétique. Donc ça va loin dans la pulsion de mort pour mieux nous décrire la pulsion de vie à d'autres moments, mais je crois que dans Un roi sans divertissement, c'est vraiment la pulsion de mort qui gagne. Et donc cette espèce de jouissance esthétique, elle relève de la sauvagerie, elle exclut le personnage qui la pratique du cercle de l'humanité, en fait. Et moi, au moment où je parlais de Giono comme ça, j'étais en train d'élaborer mon deuxième roman qui sort en janvier prochain, et qui s'appelle L'homme bambou, puisqu'il parle d'un homme qui se transforme en végétal, donc qui a une part végétale en lui. Et en côtoyant les végétaux, on est confronté à une sauvagerie qui ne peut pas être identifiée comme mauvaise, puisqu'on ne prête pas d'intention à une plante. On ne peut pas en vouloir à un bambou d'être invasif. On ne lui en veut pas, parce qu'il n'a pas d'intention. Et donc, ce qui m'a beaucoup intéressé là-dedans, c'est que le bambou, et du coup mon personnage, dont en fait la colonne vertébrale se transforme en bambou, sont des représentants d'une sorte de sauvagerie qui n'est ni mauvaise ni bonne. Le bambou n'est pas invasif pour être mauvais ou pour être bon. Il est invasif parce qu'il est bambou, parce qu'il est sauvage, parce que c'est une plante sauvage. Et sa sauvagerie, c'est un peu sa libido. Son désir d'être invasif, son fonctionnement invasif, c'est sa libido à lui, quoi. C'est son désir d'être toujours plus, quoi. Donc en côtoyant beaucoup les végétaux, ça m'a aidé à affiner ma vision de cette notion qu'on appelle la sauvagerie, et qui est difficile à penser dans le cercle de l'humanité, dans le cercle de l'éthique, de la morale, sur un autre mode que celui du mal, opposé au bien comme construction morale. Le bien, c'est le fait de se conformer à une éthique, ou alors de l'accomplir sans le savoir. Mais le bien, c'est très souvent le bien de l'autre, d'autrui. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un aspect... Et là, on tombe dans la morale. On tombe dans la morale, oui. Il y a un aspect d'impératif catégorique dans la morale, c'est cette notion si belle chez Kant et presque si fascisante en même temps. Il dit qu'il faut toujours agir de façon à ce que tout le monde puisse agir comme moi sans que la société se dissolve. Donc typiquement, il ne faut pas voler. Parce que si tout le monde vole, il n'y a plus de société. Il ne faut pas piquer la femme d'autrui. Parce que si tout le monde pique la femme d'autrui,
il y a plus de lien social. Donc, chez Kant, il peut y avoir d'action que si cette action peut être accomplie par tous. Et donc là, on est dans le cadre du bien qui ne fait que le bien de l'autre, typiquement. Mais on voit bien, effectivement, comme tu le pointes, les écueils d'une pensée comme celle-là. Et mon idée avec le deuxième roman, c'est peut-être d'essayer de palper, d'attraper quelque chose que je n'étais pas encore en état d'attraper à cette époque-là, et qui serait une sauvagerie qui n'est ni négative ni positive, mais qui simplement est, qui se déploie, on pourrait dire, et qui est par exemple celle des plantes. Kant avec Sade alors, tu serais d'accord pour ranger Kant du côté de Sade, comme le fait Lacan? Bon, ça c'est une petite remarque, Alex, tu me répondras ailleurs. Non, je peux essayer. C'est un impératif terroriste. Ouais, peut-être là où je vois un point commun entre Kant et Sade. Bon, il y a une époque déjà, c'est des gens qui baignent dans le même jus, même s'ils auraient certainement pas apprécié de se rencontrer. Mais en tout cas, c'est des gens qui se posent des questions d'organisation politique, tous les deux, parce qu'il y a une organisation politique qu'on a héritée depuis des siècles et qui est en train de vaciller, qui est la monarchie. Et c'est tous les deux des gens qui font des utopies, en fin de compte. Puisque Kant, c'est un des premiers à élaborer un projet de paix perpétuelle. C'est un des penseurs de l'Europe. Oui, c'est clairement quelqu'un qui imagine des possibilités sociales. Et Sade ne fait pas autre chose. Même si chez Sade, c'est toujours des sociétés où les hommes sont en contact direct, puisque sexuel. Ou, oui, sexuel, même s'il n'y a pas même s'il n'y a pas de rencontre des corps, il y a des rencontres par la violence, par les coups exercés, voilà, enfin, tout cet appareil. Il y a une maxime aussi chez Kant, chez Sade, qui semble emprunter de façon mimétique à Kant. Chacun peut me dire, j'ai le droit de jouir de n'importe quelle partie de ton corps. Voilà la maxime chez Sade. Oui, ça ressemble tout à fait. Ça ressemble, hein. Mais c'est aussi quelqu'un qui dit l'humanité peut bien crever pour 2 secondes de jouissance. Et ça, c'est moins qu'ancien. Enfin, c'est comme le contraire. Comme le contre-pied. C'est le contraire de l'impératif catégorique, quoi. C'est-à-dire, c'est moi qui fais ce que je veux. Et le reste de l'humanité ne m'importe pas. Oui, chez Kant, donc, il y a quand même la limite de la mort. Tout ce qui peut entraîner une fin ultime est repoussé. Pas dans le système de Sade. Ah non. Ni dans le système de Jocelyn. Sauvagerie neutre. Ouais, alors, est-ce que cette sauvagerie neutre est forcément voir, articulée à la mort? Je sais pas. Pas systématiquement. En tout cas, ce qui est formidable quand on passe un peu de temps dans la nature, comme c'est mon cas, puisque je vis pas très loin d'ici, mais je vis vraiment... Je vis dans la garrigue, quoi. Donc on voit beaucoup les bêtes agir, on voit beaucoup de végétaux se modifier. Ce qu'on observe vraiment, c'est que chez nous, la mort est vraiment un seuil, quoi. C'est un point de bascule. Et dans la nature, c'est plus une sorte de passage, quoi. C'est une étape. Donc, alors que, bon, nous, évidemment, on est des animaux rituels, donc on a besoin de moments comme ça, et on les ritualise, on les isole, on leur donne du sens. Mais chez les animaux aussi, il y a des fonctionnements rituels qui sont évidemment différents, qui sont pas, on ne peut pas plaquer l'un sur l'autre. Même dans leur rapport à la mort, même s'il y a des rituels mortels chez les animaux, c'est jamais des rituels qui arrêtent le moment. Enfin, de ce que j'ai pu voir. Je suis pas zoologue, je suis pas éthologue.
Mais c'est très intéressant de voir cette espèce de continuité, là où nous, on a besoin de marquer une pause, quoi.